La parole, je suis un peu intimidé et en même temps je suis très heureux, Nicole, parce que je trouve que vous nous avez restitué une complexité, vous nous avez mis devant une situation un peu intéressante pour le philosophe, parce qu'on est confronté à l'infini, à une série de questions qu'on ne maîtrise pas, et vous nous montrez une science qui répond moins à des questions qu'elle en pose toujours davantage. Et ça m'intéresse bien dans cette dimension-là. Alors, évidemment, le but après, ça sera de dialoguer, tous les deux avec vous, vous avec nous. Donc, j'entre directement dans mon débat. Oula, ça marche comment ce truc-là ? Oui, non, dans ce sens-là. Voilà. Alors, je voudrais d'abord, moi, prendre évidemment une posture de philosophe, donc je reviens un peu à l'Antiquité et à la manière dont le Sphinx interrogeait Édipe. Vous savez, quel est l'animal qui le matin marche à 4 pattes, le midi marche à 2 pattes et le soir marche à 3 pattes. Et la réponse d'Édipe, c'est l'homme. Puisque quand il est bébé, il marche à 4 pattes, quand il est adulte, il marche à 2 pattes, quand il est vieux, il a une canne. Et donc, cette idée que dès l'Antiquité, si vous voulez, l'Antiquité grecque, l'homme apparaît comme la réponse à la question, c'est-à-dire celui qui vient dissiper les mirages de l'irrationnel et qui empêche le sphinx de manger les personnes. Et je voudrais partir avec vous de deux préalables et de 2 convictions. Le préalable, c'est entrer dans un questionnement. C'est-à-dire accepter de se situer devant cette question, qu'est-ce que l'homme ? L'homme est-il un animal comme un autre ? Avec une certaine forme de perplexité, j'y reviendrai, en essayant de voir quels sont les enjeux, plutôt qu'en essayant de répondre de manière catégorique. Vous serez peut-être un peu déçus de ce point de vue-là. Et du coup, en nous posant cette question dès le début, et je crois qu'on va rester là-dessus jusqu'à la fin, que savons-nous au juste, les uns et les autres, de ce qu'est l'homme ? Et que la philosophie, en tout cas celle que j'aimerais vous proposer, c'est davantage un questionnement systématique qui va finalement découvrir l'homme comme mystère, qu'une démarche qui va nous dire, dans une catégorisation un peu étroite, ce qu'est l'homme. L'homme dépasse infiniment l'homme, et si vous pouviez dire de manière étroite ce qu'il est, ça impliquerait qu'il n'est pas libre. Et j'ai pris pour cela une phrase de Maurice Zindel qui me semble très, très intéressante. Vous voyez, excusez-moi, j'essaie de me mettre de telle manière que je vous... voilà, je vais me mettre là, tiens, je suis bien à côté de vous, là ça va, ouais. Les autres aussi. Mais... Vous savez, la fameuse formule de Socrate, Gnosithéoton, connais-toi toi-même, c'est là que commence la découverte de la vie. Et rien n'est plus passionnant que cette recherche. Savez-vous qui vous êtes et quel est votre vrai nom ? Quand vous vous poserez sérieusement cette question, vous sentirez soudain tout ce qu'elle soulève de mystère. Et du coup, ce qui a été évoqué en resituant l'homme dans les galaxies, dans les milliards et les milliards de mondes, pensez à Pascal, nous introduit bien à ça. Et j'ai mis l'esclave de Michel-Ange parce qu'on a l'impression, en regardant cette statue, que c'est un homme qui s'éveille, qui s'étire, comme si finalement l'homme était constamment un mystère qu'il portait devant lui pour se développer toujours davantage. Et si vous avez choisi la question « Voici l'homme », c'est peut-être parce que, de manière un peu mystérieuse, le seul être dont on puisse dire qu'il est un homme est peut-être un être qui est plus qu'un homme, c'est-à-dire le Christ. Alors, du coup, en me situant devant ce tableau que je trouve magnifique, le tableau de Jablensky, qui est un peintre d'origine russe et qui a travaillé avec l'expressionnisme allemand, je voudrais un peu qu'on continue dans cette perplexité-là. Deuxième préalable, entrer dans une perplexité parce que cette question, qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce qui fait sa spécificité est soumise à notre responsabilité. J'ai mis un enfant et j'ai mis le racisme. Et vous avez vu combien le racisme revenait de manière nauséabonde dans certains discours en ce moment. Pourquoi c'est fondamental de se poser la question « qu'est-ce que l'homme ?» Parce qu'on ne peut pas aider un enfant à grandir si on n'a pas une idée de ce vers quoi on cherche à le faire grandir. Et du coup, l'homme, s'il est vrai qu'il est un être en évolution, en développement permanent, un être qui est à la fois nature et culture, il est fondamental qu'il essaie d'acquérir une idée de lui-même. On ne fait pas d'éducation si on n'a pas une certaine forme d'idée de l'homme autour de laquelle il faut réfléchir. Et d'autre part, deuxième chose, on ne peut pas
remettre en question ce qui dégrade l'homme si on n'a pas une certaine idée de l'homme. Si on en reste à je ne sais pas ce qu'est l'homme après tout, etc., comment voulez-vous refuser certains comportements dégradants, découvrir que certaines conditions de vie ne sont pas humaines et refuser des choses comme le racisme. Et vous avez vu que la ministre avait été très forte dans sa parole parce qu'elle avait dit ce que je n'accepte pas dans cette couverture de minutes, c'est qu'elle enlève à quelqu'un la dignité d'être humain. Et donc vous voyez l'enjeu fondamental qu'il y a autour de cette question, mais finalement c'est quoi être humain? Et ça suppose du coup qu'il y a comme un universel fondamental autour de cette question. Alors après ces deux perplexités, deux convictions que je voudrais évoquer. D'abord évidemment cette idée que c'est la question fondamentale de la philosophie. Qu'est-ce que l'homme? Qui s'intéresse bien sûr aux sciences, qui s'intéresse de manière continue à ce que les sciences positives produisent, mais qui peut-être, au nom de ce qu'elle veut construire avec l'homme, de ce qu'elle veut faire de l'homme, va chercher de manière continue depuis l'Antiquité à se poser cette question. J'ai mis l'école d'Athènes, bien sûr, de Raphaël ici, mais on pourrait parler aussi de Kant, vous savez, le grand philosophe allemand, qui dit « La philosophie se résume à 3 questions. Que puis-je savoir ?» Donc la question des limites de la connaissance. Il y a des choses que la connaissance arrive à découvrir, il y en a d'autres qu'elle ne connaît pas. C'est quoi? C'est 1,3% de différence entre le patrimoine génétique du chimpanzé et celui de l'homme. Qu'est-ce que c'est la différence? Donc que puis-je savoir? Deuxième chose, que dois-je faire? Troisième chose, que m'est-il permis d'espérer? Les 3 questions fondamentales. Et Kant dit ces 3 questions se rassemblent. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? En une seule question, qu'est-ce que l'homme? L'homme qui est le seul animal qui fait de la philosophie, vous le savez. Et alors la deuxième conviction que je voudrais évoquer avec vous, c'est un peu savant, je suis désolé, on arrive un peu dans des mots savants, mais après tout, Nicole aussi employait quelques mots savants. La nécessité d'un paradigme anthropologique. Waouh! Paradigme, ça veut dire un modèle, une idée, quelque chose qui serve pour moi de norme, de principe. Et on va réfléchir à ce que c'est que la définition de l'homme. Cette définition de l'homme, elle sert moins à décrire l'homme qu'à essayer de penser ce qui fait sa valeur, ce qui fait son sens, ce qui fait sa signification. Donc la nécessité d'avoir une idée, un modèle de l'homme pour le penser et éventuellement pour l'aider à se développer, notamment quand on essaie de rendre le monde plus humain. Et puis, anthropologique, c'est bien sûr le mot grec qui veut dire homme, anthropos, l'homme. Donc un paradigme anthropologique, c'est-à-dire avoir une idée qui sert de norme et de principe pour dire ce qu'est l'homme, ce qui est humain et ce qui n'est pas humain, ce qui est inhumain. Il y a eu des comportements au XXe siècle qui niaient fondamentalement l'homme, et donc il est fondamental de l'autre côté de dire positivement un petit peu, de tenter de dire un tout petit peu ce qu'il est pour nous. Et ces paradigmes, ces idées, ces modèles, il est fondamental dans la société pluraliste dans laquelle nous nous situons de les partager avec d'autres. Là j'ai mis la cathédrale de Rodin, puisque vous voyez que Rodin, qui n'était pas un père de l'Église, qui n'était pas un catholique fervent, n'est-ce pas, était capable d'intégrer complètement une certaine idée de l'homme qui avait été développée au Moyen-Âge, puisque quand il essaie d'expliquer l'amour humain, vous avez vu que c'est 2 mains droites, c'est pas... une seule personne en prière, c'est 2 mains droites, une main masculine, une main féminine. Ça prépare à la 3e conférence du cycle. Quand il cherche à décrire ce qu'est l'amour humain, il fait dessiner par ses 2 mains quelque chose comme une ogive. C'est pourquoi il l'appelle la cathédrale. Il est fondamental que nous réfléchissions à une idée de l'homme et que ceux qui s'enracinent dans des valeurs, ceux qui partagent des convictions, soient capables de développer des discours sur leur idée de l'homme. Vous savez que ça a été le sens du Concile Vatican II, notamment dans sa constitution Gaudium et Spes. Du coup, excusez-moi, j'ai pas bien pris le titre, je vais pas dire un animal comme un autre, mais un animal comme les autres. Et je voudrais travailler en 2 temps. D'abord, un premier temps qui est qu'est-ce que l'homme? Et en faisant résonner la question, qu'est-ce que l'homme? Point d'interrogation, face au brouillage des savoirs, des discours contradictoires. On est dans une société qui développe des discours sur l'homme contradictoires, qui sont tous, à mon avis, en partie justes, mais qui sont partiels.
d'où la nécessité de les connaître, d'essayer de les approfondir et de les questionner. Et puis ensuite, je vais proposer, dans une certaine tradition qui est l'anthropologie chrétienne, une compréhension un peu intégrale de l'homme, fondée sur un trépied, corps, âme, esprit. Cette idée que quand on cherche à approcher de telle manière qu'on ne la simplifie pas trop, cette réalité qu'est l'homme, on est un peu obligé, en tout cas c'est ce que je veux défendre, on va en parler ensuite, de parler de 3 dimensions. Pour éviter ce qui me semble toujours la catastrophe quand on parle de l'homme, d'avoir une idée rétrécie de l'homme, d'avoir un discours réducteur sur l'homme. Alors, première chose, les discours unilatéraux et contradictoires. D'abord, il y a un premier discours, et il est fondamental qu'il existe, qu'il se construise de manière patiente, rigoureuse, c'est celui de la biologie. On a vu, séquençage du génome, etc. C'est absolument essentiel de décrire de manière correcte le corps humain, d'essayer d'en comprendre les lois avec tous les acquis progressifs du développement scientifique. Et ce modèle des sciences, vous le savez, depuis un siècle et demi en biologie, est extrêmement puissant, permet des progrès extrêmement importants, à la fois dans la connaissance et dans les techniques biomédicales qui permettent de soigner l'homme, d'améliorer l'homme, d'éventuellement rendre possible un certain nombre de guérisons, voire de transformations. Ce modèle est extrêmement fort, extrêmement puissant, je n'y reviens pas, et il est fondamental de le connaître. Il n'y a pas de philosophie qui ne soit en dialogue avec les sciences et qui ne rende pas nécessaire un regard sur les sciences, même si vous savez, c'est très compliqué, puisque les sciences, depuis une 50aine d'années, se spécialisent de plus en plus, impliquant des savoirs de plus en plus précis, fractionnés, difficiles à appréhender pour une seule personne. D'où la nécessité de la pluridisciplinarité. Et très probablement, les communautés chrétiennes sont mieux formées que d'autres pour essayer de permettre à des gens différents, experts chacun dans leur discipline, de dialoguer pour construire une représentation pas trop fausse de l'homme. Donc ce modèle, il est très important, il est très puissant et il se développe. Mais en même temps, vous le savez, ça n'a pas été le cas du tout dans ce qu'on a évoqué jusqu'ici, mais vous savez que la science s'articule à une technologie, s'articule à la possibilité de transformation très forte, pensez notamment aux techniques génétiques et à tout le domaine éventuellement de ce que pourrait être un eugénisme scientifique. Utiliser un savoir scientifique pour transformer l'homme, pour le manipuler, pour essayer de produire, pourquoi pas, une espèce plus performante. Et là, c'est vrai que j'ai pris la statue de Raoul Haussmann, qui est un sculpteur des années 1910, 1920, 1930, et qui montre quand même cette question qu'il faut poser aux sciences. Est-ce que la science a pour but de connaître son objet, ou est-ce que la science n'est pas un peu tentée, ne risque pas d'être un peu tentée par des transformations? Et qu'est-ce que ça veut dire pour l'homme d'entrer dans une logique où, au nom de buts qui pourraient être très différents les uns des autres, pensez à l'importance du commerce, pensez à la volonté, pourquoi pas, de dominer, on a vu ça à certains moments de l'histoire, aboutirait à une transformation très profonde de l'homme. Là, il y a quand même des questions à poser, je n'ai pas beaucoup le temps de le faire, mais on est, si vous voulez, dans un moment très important où peut-être collectivement, politiquement, il faut se poser la question des limites, non pas des sciences, mais des limites de la capacité qu'auraient les technologies à transformer l'homme pour des buts qui pourraient être évidemment très problématiques. D'où, évidemment, vous avez vu, moi j'ai pris une autre image pour l'évolution, tout aussi fausse. Tout aussi fausse, on n'avait pas le même livre, mais vous voyez, c'est pour montrer que l'évolution pourrait être une catastrophe, puisque après le singe, on a un homme un peu droit, mais le risque, c'est l'obésité de l'homme contemporain, et que ça se termine avec l'homo McDonaldensis, qui serait évidemment une espèce de caricature. Mais évidemment, et vous l'avez dit, Nicole, tout à l'heure, c'est-à-dire que par
méthodologie, par une exigence méthodologique rigoureuse. La science décrit des faits, décrit ce qu'elle peut connaître avec le plus de rigueur possible, essaie du coup d'expliquer le comment, essaie de généraliser autant qu'elle le peut, mais la science s'interdit de poser la question de la finalité, de la raison d'être, s'interdit de poser la question du pourquoi l'homme. S'il est vrai qu'elle fait apparaître une espèce, ou une famille, ou un genre, qui apparaît à un certain moment, elle ne peut pas répondre à la question, lorsque Darwin pense l'évolution, d'une finalité du déploiement de l'évolution. D'où ce mouvement vient-il? Vers quoi va-t-il? Quelle idée de l'homme permettrait à ce peuple en marche d'arriver vers une réalisation? La science se l'interdit. Or, nous-mêmes, nous sommes obligés de nous poser toujours cette question, en tout cas les philosophes, de se dire, l'homme apparaît à un certain moment, mais comment cet homme doit-il penser son devenir? Quel type de devenir, quel type de sens doit-il se donner s'il est vrai que son évolution le conduit vers plus d'humanité, vers plus d'achèvement de lui-même? Une fois que l'homme découvre qu'il se caractérise par sa culture tout autant que sa nature, qu'est-ce qui va faire de lui un homme et où va-t-il aller? D'où évidemment ce passage par un philosophe très intéressant, Bergson, parce que Bergson a tout à fait compris à la charnière du 19e et du 20e siècle que le grand lieu de la transformation scientifique serait la biologie. Et que la biologie présentait un monde en évolution, en transformation, en devenir. Et du coup, il a écrit un très grand livre qui s'appelle L'évolution créatrice, dans lequel il cherche à être le plus en phase avec la science de son temps, évidemment celle du début du XXe siècle, et où il essaie de dire mais comment penser cette évolution? Et c'est quoi l'homme? Et alors je prends 3 phrases avec vous. Première phrase, il dit, mais l'homme, quelle que soit la manière dont on pense sa parenté avec les autres espèces animales, l'homme est un être qui, à un certain moment, fait apparaître un succès unique, exceptionnel, que la vie a emporté. C'est-à-dire qu'avec l'homme, quelle que soit la manière dont on pense son émergence, il y a quelque chose qui est radicalement nouveau. Non pas parce qu'il y aurait une espèce de saut brutal, mais parce qu'à un certain moment, les capacités du cerveau, les capacités du corps deviennent telles qu'on passe un seuil. Et ce seuil, vous voyez, il essaie de le décrire là, et je trouve ça assez intéressant. Avec l'homme, la conscience brise la chaîne. Chez l'homme et chez l'homme seulement, elle se libère. Alors, vous voyez bien ce que dit Bergson. Il ne fait pas une différence de nature brutale. Il admet tout à fait qu'il y a des seuils de conscience chez les animaux autres que l'homme. Il est tout à fait conscient qu'il y a une continuité dans le déploiement de l'évolution. Mais à un certain moment, on passe un seuil, et ce seuil, vous avez vu, il le dit, il emploie 2 mots très importants, c'est le seuil de la conscience, la capacité qu'a le cerveau de rendre possible une réflexion et donc l'émergence d'un sujet. Et la deuxième dimension, c'est la libération. C'est-à-dire qu'à un certain moment, au lieu d'avoir une espèce qui tend, je dis bien qui tend, il ne faudrait pas caricaturer les choses, mais qui tend à reproduire à l'identique son comportement, on a une espèce qui, en ces individus, rend possible une libération, une inventivité, une création hors de proportion avec ce qui existe dans les autres espèces. D'où la 3e phrase. Si, au bout du large tremplin sur lequel la vie avait pris son élan, il a bien compris qu'il fallait parler en milliers et milliers d'années, dans une évolution qui partait de très bas et qui se déployait, si au bout du large tremplin, tous les autres animaux, toutes les autres espèces sont descendus, il y a un seuil qu'elles n'ont pas pu franchir, trouvant la corde tendue trop haute, vous voyez l'image, comme si on ne saute pas, l'homme seul a sauté l'obstacle. Là, c'est-à-dire que ce qui caractérise l'espèce humaine, c'est moins une caractéristique fermée, naturelle, statique, mais c'est la naissance d'un dynamisme qui ne s'arrête pas. Et qui rend possible, du coup, des sauts qualitatifs
qui vont lui permettre de se développer. Il y a une expérience d'un éthologue américain sur le chimpanzé et le petit enfant qui est absolument passionnante. Ils mettent l'un à côté de l'autre un chimpanzé et un enfant d'à peu près 3 ans, avec un panier dans lequel il y a des petites boîtes, avec un bouton poussoir qui, lorsqu'il est appuyé, libère une friandise. Et le bébé, enfin l'enfant, petit bébé de 3 ans, enfant de 3 ans, et le singe sont mis côte à côte. Le chimpanzé, qui, comme vous le savez, a 4 pieds, arrive à bouger les cubes de manière extrêmement rapide, et très rapidement, toc toc toc, il arrive à manger des bonbons, tandis que le petit bébé avec ses mains potelées, etc., n'y arrive pas. Et donc, pendant un certain temps, ça a été filmé, j'aurais dû l'apporter, le chimpanzé est meilleur que le bébé. On a parlé tout à l'heure des 10 ans de formation du cerveau, etc. Est meilleur. Et à un certain moment, c'est ça le miracle humain, j'y penserai, quand vous chercherez votre route sur l'autoroute, le miracle, c'est qu'à un certain moment, l'enfant qui voit le chimpanzé est frustré. Messieurs, comment il arrive? Moi, j'y arrive pas. À ce moment-là, il arrête tout. Il ne cherche plus à bidouiller. Il met le cube devant lui. Il le tourne sous ses différentes faces. Il identifie le bouton poussoir. Jamais plus le chimpanzé ne dépassera l'enfant. Ce qui caractérise, là, voyez, l'enfant, c'est cette espèce d'arrêt qui est le moment de la conscience et qui tout d'un coup déploie une capacité du cerveau radicalement autre, capacité qu'on appelle la réflexion, et qui permet une espèce de saut qualitatif assez étonnant. Du coup, quand on pense à l'évolution et qu'on y réfléchit, ce que je voudrais nous proposer, et alors, je suis toujours étonné de voir combien, par exemple, l'Église a eu du mal à accepter cette idée d'évolution, alors qu'elle est finalement, on comprend mieux aujourd'hui, assez proche de ce que nous propose le premier chapitre de la Bible. Bien. Donc, l'évolution, c'est quoi? Vous voyez, je suis revenu à l'homme des clavéins. C'est un lent surgissement, qui du coup empêche de construire une espèce de différence radicale entre les animaux et l'homme. L'homme a ses racines dans l'animalité. Je crois que c'est indiscutable. Mais à un certain moment, surgit quelque chose. J'ai mis 4 mots qu'on va essayer de creuser un peu maintenant. Surgissement d'une conscience. Et j'ai mis un point d'exclamation, super! Et un point d'interrogation, ouais, mais c'est quoi une conscience? C'est quoi exactement? Et est-ce que ce surgissement, c'est une conscience tout armée, comme Athéna est sortie tout armée de Jupiter? Non, c'est une conscience qui, elle aussi, a à se former longuement, qui se détache sur base d'inconscient, on connaît bien ça, etc. Une liberté, super! Oui, mais cette liberté, on sait bien qu'il faut qu'elle émerge patiemment, lentement, etc. On ne s'est pas couché primate et on ne s'est pas réveillé tout d'un coup homme. On a dit tout à l'heure que la nature ne faisait pas de saut. La naissance d'un langage qui ne soit pas code de signaux, mais qui soit possibilité de création de sens, c'est ça qui est important. Et puis, naissance de quelque chose que on appelle l'esprit, qu'on appelle l'intelligence, quelque chose qui apparaît à ce moment-là. Et alors du coup, si on commence à aller maintenant là-dedans, on voit bien que dès qu'il s'agit d'expliquer les comportements humains, et j'ai mis ce magnifique tableau de Rembrandt, voilà. Et j'ai bien aimé d'ailleurs ce que vous disiez tout à l'heure, disant, mais la différence entre hominisation et humanisation. Et l'humanisation, vous êtes allé la chercher dans les gestes de tendresse, les gestes qui entourent l'enfant un peu fragile. Comme si finalement le sommet de l'humanisation, ce serait l'amour. C'est quand même assez beau ça. L'homme, être capable d'aimer. Bon, donc si on regarde ça, c'est-à-dire des comportements humains, les comportements humains signifiants, on est obligé de passer à un autre niveau de science, qui n'est plus seulement les sciences biologiques, les sciences qui vont essayer d'approcher l'évolution de l'espèce humaine, mais les sciences qu'on appelle les sciences humaines. Et les sciences qui vont du coup essayer de comprendre le mystère de la personne. Oula,
D'où, évidemment, là, il y a quelque chose de très important qu'il faut essayer d'évoquer, même si c'est un peu rapide. La première chose, on a essayé de dire, oui, alors qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal? Comment penser ce surgissement? Maintenant, évidemment, quand on regarde les sciences humaines, on est frappé par le fait que ce qu'elles vont proposer, pour l'essentiel, c'est que l'homme devient le produit d'une culture. C'est-à-dire que ce qui va caractériser l'homme, fondamentalement, c'est la capacité de transformer son environnement. Par l'éducation, par la socialisation, par les lois politiques, et d'engendrer l'homme. L'homme devient alors non plus l'homme de la nature, l'homme de l'évolution, mais l'homme de l'homme. L'homme produit l'homme dans ses interactions. Et du coup, on ne naît pas homme, on le devient. C'est-à-dire que ce ne sont plus les sciences biologiques, ce ne sont plus les sciences de l'évolution qui permettent de rendre compte de ce qu'est un être humain, c'est sa culture. Et comme vous le savez, le problème de la culture, c'est qu'elles sont diverses. Et que selon les cultures dans lesquelles les humains plongent, la conception de l'humain, les types d'actions qui caractérisent l'homme ne sont pas les mêmes. D'où, évidemment, je voudrais arriver à eux, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, bien comprendre que ce qu'ils vont exprimer, tous ces philosophes qui vont dire mais l'homme n'est pas le résultat d'une nature ou d'une évolution, l'homme est liberté, l'homme se crée lui-même, se produit lui-même collectivement et individuellement. Au départ, chez des philosophes comme ça, il y a la volonté de lutter contre les réductionnismes. Lutter contre les descriptions de l'homme qui l'enferment dans une nature, qui l'enferment dans du tout fait, alors que l'homme se construit, se déploie, est en liberté. C'est ce que dira Sartre. Et vous savez bien que Simone de Beauvoir va le dire non seulement pour l'homme mec, parce que vous savez que le problème en français, c'est que le même mot dit la totalité du genre et dit la moitié du genre, alors que dans certaines langues, vous savez bien, il y a un mot différent pour dire l'être humain et pour dire le représentant masculin de l'humanité. Un Mensch et Mann en allemand. Alors qu'en français, quand on dit c'est un homme, on ne sait pas trop si c'est un homme ou si c'est une femme. Et alors évidemment, on retombe sur un autre problème, puisqu'il y a le problème de l'animalité, qu'est-ce qui spécifie, à partir de quand on peut parler d'un homme, c'est ce qu'on a traité jusqu'ici. Il y a un autre problème qui est le relativisme culturel. Si l'homme peut prendre, selon les sociétés, des figures très différentes, mais qu'est-ce qui est humain? Et est-ce qu'on peut définir un universel? Est-ce qu'on peut définir quelque chose de commun à tous les hommes? Par exemple, cette société, la société sans père ni mari, qui est développée par Hua en Chine, montre une société dans laquelle ce sont les femmes qui élèvent les enfants et qui structurent la société. Et vous savez bien qu'au nom de cette diversité culturelle, on va considérer une certaine conception de l'homme, européenne, occidentale, chrétienne, comme étroite, comme relative, voire comme aliénante. D'où évidemment, je l'évoque, vous allez le retravailler, mais c'est vrai que c'est important, cette idée qu'on a entendue beaucoup l'année dernière, etc., qui est que l'homme n'existe pas. L'homme n'est que le produit de conditionnement culturel. Et là, vous voyez, on fait une statue dans laquelle on ne sait pas trop si c'est masculin ou si c'est féminin, pour dire que finalement, ce qu'est un être humain dépend des conditionnements sociaux, des rôles sociaux, des manières dont une société définit, cultive, éduque, norme des comportements. D'où évidemment une petite appréciation à avoir là. Parce que je crois que c'est fondamental de dire que l'espèce humaine est la plus différenciée. C'est-à-dire qu'il y a toujours un risque, quand on définit l'homme, de valoriser certains types de comportements, certains modèles, alors que l'homme est évidemment infiniment multiple. Et ça, il faut faire toujours attention dans les définitions de l'homme, parce qu'on risque d'avoir une définition modèle étroite, qui valorise certains et pas d'autres. Et c'est vrai que ce qui était vrai dans certains types de discours, c'est que l'homme est fondamentalement différent. Comme disait Montaigne, il y a plus de différence d'homme à homme que d'homme à animal.
pour notre question, ça c'est intéressant. La différence est plus grande entre deux personnes qu'entre l'homme et le chimpanzé. Comme si, finalement, on nous disait que, attention, 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 ce qui est essentiel dans l'être humain, c'est la différence des individus. Et que toute attitude qui consiste à rassembler les individus en une même réalité pour le définir, pour l'étiqueter, pour le catégoriser, est très dangereuse. Il y a quelque chose de juste, on en reparlera peut-être. Mais vous comprenez bien qu'une fois qu'on a dit ça, que l'homme était produit d'une culture, il y a une troisième attitude qui est en train de se dessiner, et qui est de dire, mais si c'est vrai que l'homme est adaptable, que l'homme n'est pas prédéfini, l'homme peut faire de lui ce qu'il veut. Et que de sa liberté dépend la manière dont il va se définir. L'homme n'est pas défini par une nature, il n'est pas défini par une essence, il va devenir lui-même ce qu'il veut être. Et on l'a vu notamment dans la question du sexe. Et évidemment, j'ai pris Rousseau là parce que c'est sans doute Rousseau qui, au XVIIIe siècle, je ne vais peut-être pas trop vous abrutir en référence, mais c'est Rousseau qui va beaucoup insister sur cette idée que l'homme est liberté, et que si l'homme est liberté, ce qui est fondamental, c'est sa volonté, et que la liberté consiste à faire de moi ce que je veux. Et que l'espèce humaine étant la moins enfermée dans une nature, étant la moins conditionnée par des stéréotypes ou des prototypes, elle a la capacité, et aujourd'hui relayée éventuellement par les sciences ou par le fantasme que certains ont de ce que pourraient devenir les sciences et les technologies scientifiques, donc l'homme aurait la capacité de faire de lui ce qu'il veut. C'est pas complètement utopique d'imaginer, il y a des gens qui imaginent ça, imagine la capacité qu'aurait l'homme dans 2 générations, 3 générations, d'utiliser sa connaissance du génome pour se transformer fondamentalement. Et on l'a bien vu pour les questions de genre. Et ça, c'est très important parce que c'est à relier à une caractéristique fondamentale de nos sociétés contemporaines qui est l'individualisme. L'individu est une valeur. L'individu est le seul à pouvoir juger de ce qu'il veut être, et on le voit ici avec Descartes, par exemple, avec le comte d'Ottière, ces tableaux qui affirment des individus isolés, seuls, comme si l'individu avait conscience de son autonomie, finalement. Et donc l'individu prend conscience que ce qu'il veut être définit du coup son essence ou son orientation. Et on l'a vu dans le débat, qu'on comprend très bien. C'est-à-dire qu'à partir du refus de la discrimination, pourquoi discriminer certains comportements par rapport à d'autres? Pourquoi imposer des modèles plutôt que d'autres? On légitime toute forme de vie, même à côté des valeurs les plus dominantes. Et on pense qu'un individu doit pouvoir demander à la société et éventuellement aux sciences d'être ce qu'il veut être, quel que soit son désir. D'où évidemment, et j'ai pris ce livre parce qu'il est très intéressant. Vous voyez, c'est Kaufmann qui est un psychologue qui dit mais l'homme contemporain aujourd'hui est complètement déboussolé et cherche à, de manière un peu folle, un peu contradictoire, à s'inventer lui-même. Comme si finalement l'homme n'avait pas de nature, l'homme n'avait pas de destin, l'homme n'était pas conditionné par des rôles. Je peux faire de moi ce que je veux. Et que du coup ça crée chez lui, chez l'homme contemporain, une espèce d'angoisse, parce que qu'est-ce que j'ai envie de faire de moi si aucun rôle n'est défini, s'il n'y a pas d'essence, s'il n'y a pas de définition. D'où évidemment ça peut aller jusqu'à ce genre de fantasme assez étonnant. D'où évidemment, à partir de ce moment-là, quand on voit la complexité, et j'espère qu'on ne vous a pas trop noyé autour de ça, il y a un vrai problème pour l'homme contemporain qui est le vertige. Si j'aperçois que cette question, qu'est-ce que l'homme, est aussi compliquée, je suis tenté de m'abstenir. Et l'homme contemporain, et notamment les formateurs, les éducateurs, etc., risquent d'avoir tendance à ne plus très bien savoir
le type d'hommes et de femmes qu'ils veulent valoriser, le type d'hommes et de femmes qu'ils veulent éduquer, le type d'hommes et de femmes qui donnent sa norme, son modèle à la transmission, à la transformation du monde et au jugement. D'où évidemment mon deuxième temps que je vais faire rapidement, corps, âme, esprit ou l'humanisme intégral. Je crois qu'on s'en sort, quand on voit des discours contradictoires, on s'en sort en essayant d'être très rigoureux sur le refus de tout réductionnisme, sur le refus de toute pensée simpliste, sur la nécessité d'avoir une vision la plus large possible de ce qu'est l'homme et qui préserve l'essentiel. C'est ce que je vais faire. D'abord, première chose, et dans le discours, ça doit être ce qui nous guide, en tout cas c'est ce qui me guide, c'est le refus d'un homme rétréci. Le refus de tous les discours sur l'homme qui l'amputent, qui nie une dimension fondamentale de lui, qui valorise un seul des aspects, au lieu d'essayer, quitte à avoir du mal, qui essaie de prendre l'homme avec toutes ses dimensions. Vous savez que Marcuse a écrit un livre qui s'appelle « L'homme unidimensionnel », qui critique de manière très nette les discours qui enferment l'homme dans un seul chose. Des discours qui ne soient que scientifiques, des discours qui ne soient que économiques, etc., etc. Et j'ai pris ces tableaux parce que Andy Warhol est quelqu'un qui a bien vu ça. Quand il montre que dans la société de consommation dans laquelle nous sommes, qui cherche à aller vite, qui cherche à identifier vite les personnes, on a toujours tendance à juger quelqu'un, on croit qu'on connaît Marilyn Monroe, et en fait on l'ignore complètement. On est complètement obsédé par la publicité, par la consommation, et on oublie d'aller à la rencontre des personnes et de les saisir dans ce qui fait leur profondeur, leur contradiction même. Et ça, je crois que c'est très important, c'est-à-dire j'ai mis la main de Dieu de Rodin encore parce que il y a quelque chose qui, chez les chrétiens, les juifs, les musulmans, les empêche de réduire l'homme, c'est cette idée que l'homme est à l'image de Dieu. Et dire que l'homme est à l'image de l'infini, c'est déjà, j'ai envie de dire, se préserver de tous les discours réducteurs. Que l'homme est quelque chose qu'on ne pourra jamais complètement cerner. Et que tout discours qui cherche à l'enfermer, à le cerner, est un discours dont on sait d'avance, avec du flair, que c'est un discours fou. D'où évidemment, cette idée que je voudrais dire maintenant, c'est que, quelle que soit la manière dont on en parle, et je n'ai pas le temps d'entrer dans quelque chose de trop précis là-dessus, mais je crois qu'il faut réserver une part à ce que la tradition appelle l'âme. C'est-à-dire ce quelque chose, vous voyez, que j'appelle ici la dimension de l'intériorité. Ce quelque chose que la biologie qui analyse le corps, qui analyse les différents aspects du fonctionnement du corps, du cerveau, etc., ne peut pas complètement saisir. Et qui est bien noté là par Rembrandt. Vous voyez, quand on regarde un tableau comme ça de Rembrandt, on voit que ce sur quoi veut mettre l'accent Rembrandt, c'est sur cette dimension d'intériorité où est la personnalité. J'adore ce tableau parce que vous voyez, il y a un philosophe évidemment méditant au fond, et puis il y a un escalier assez bizarre. D'ailleurs, il y a deux personnages importants, il y a le philosophe et l'escalier. Comme si l'escalier cherchait à vous montrer ce que c'était que la méditation. C'est-à-dire l'acte de descendre en soi-même pour y trouver non pas l'obscurité mais la lumière. Vous voyez, une espèce de grande descente en soi-même. C'est presque la métaphore d'un cerveau, vous voyez, une espèce de mouvement. Descendre en soi-même pour y trouver la lumière. Et ça, je crois que c'est très important. C'est-à-dire que l'âme, depuis l'Antiquité, l'âme, c'est ce quelque chose qui fait l'identité de la personne. Ce quelque chose qui ne peut pas être décrit extérieurement, qui n'est pas matériel, mais qui fait le mystère même de la personne, le centre à partir duquel la personne réfléchit, s'approprie l'extérieur et choisit, décide. Et je crois que cette idée il n'y a pas d'anthropologie qui n'intègre cette dimension d'intériorité comme le mystère fondamental de la personne, donc une anthropologie qui ne fait pas cela, à mon avis, méconnaît l'homme. Voilà. Alors, du coup, il faut entrer dans cette complexité. C'est-à-dire que,
Un être humain, c'est un corps qui explique un certain nombre de ses propriétés, mais ce corps n'a ses propriétés qu'en tant qu'il est vivant. C'est-à-dire que la diversité de la matière qui le caractérise est animée, est mise en mouvement par ce quelque chose que la tradition appelle l'âme. J'ai mis Aristote à la fin. Alors on voit bien qu'il y a d'un côté la dimension du biologique, ce qu'approchent les sciences biologiques, et puis il y a ce quelque chose que j'ai mis là, et qui est le déploiement de nos facultés. Et ce déploiement de nos facultés, ce qui fait l'unité de l'homme, ce qu'on appelle aussi sa vie, se caractérise par 3 dimensions. Alors on peut les prendre à partir du haut ou à partir du bas. À partir du bas, il y a une dimension qu'on sent bien en chacun d'entre nous, qui est la dimension de la vitalité instinctive. Ce qui nous conduit à agir, à réagir, les besoins, les pulsions. Et on a parlé tout à l'heure d'animalité, on voit bien qu'il y a cette espèce de fond de l'être vivant, qui se déploie aussi en nous. On pourrait parler de l'inconscient, freudien, etc. Il y a aussi cette dimension dont on sent bien qu'elle est encore plus spécifiquement humaine, qui est la dimension affective. Sentiment, émotion, passion, vous voyez ce qu'on évoquait tout à l'heure. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui se déploie en nous et qui renvoie à notre personnalité la plus profonde, nos émotions les plus grandes, ce qui nous rend capable d'aimer, ce qui nous rend capable de nous relier aux autres. Voilà. Et puis, il y a une 3e dimension qui est la partie cognitive. L'homme est le seul animal qui a déployé une science, c'est-à-dire qui a déployé des capacités de connaissance. Perception, capacité de perception d'abord, mémoire. Là on voit bien que les animaux ont en partie, les animaux supérieurs, ces dimensions-là. Mais l'imagination, la capacité d'inventer des choses, des situations, de se projeter dans l'avenir. Et puis bien sûr l'intelligence, la capacité d'abstraire, la capacité de réfléchir, d'unifier, de ramener le monde à une totalité. D'où évidemment la définition d'Aristote, l'âme. L'âme, c'est ça. L'âme est la réalisation première d'un corps naturel qui a potentiellement la vie. C'est-à-dire l'âme est ce qui fait l'unité de ce corps, qui est le corps humain, et qui le rend capable de ses différentes facultés. Cette idée que ce qui fait que je suis vivant, c'est quelque chose qui ne peut pas être analysé complètement physiquement, mais qui rend possible, bien sûr, ce déploiement. Et alors, vous avez vu après, ce qui est génial, c'est pourquoi on n'a pas même besoin de rechercher si le corps et l'âme font un, dit Aristote. Aristote dit que cet être vivant que je suis, capable de désir, capable d'émotion, capable de connaissance, cet être, il est l'unité d'une âme et d'un corps. J'avance encore. Du coup, une seule ou 2 réalités. J'ai mis cette image, je la trouve vraiment très bien. Et je vous la regardez un peu, et vous me dites s'il y a une seule ou 2 réalités. Si vous regardez l'animal comme s'il allait vers la droite, vous allez voir normalement un lapin. Et si vous regardez le même animal allant vers la gauche, vous avez l'impression que c'est un canard, non ? Et c'est assez génial parce qu'on peut voir successivement les 2 animaux, on n'arrive jamais à voir les 2 ensemble. Donc d'accord ? Un lapin et un canard. D'accord ? Un lapin et un canard. J'aime bien parce que avec mes élèves de terminale, je prenais toujours cette image pour expliquer les relations de l'âme et du corps. Puisque c'est la même chose sous 2 points de vue différents. C'est la même chose. C'est-à-dire, l'âme et le corps sont indissociables. Tout ce que vous faites avec votre corps exprime votre âme, votre unité, votre personnalité. Et il n'y a rien de ce que vous cherchez à exprimer de votre âme pour lequel vous n'ayez pas besoin de votre corps, à commencer par parler, à commencer par réfléchir. Et donc, les 2 choses, les 2 réalités sont indissociables, mais d'un côté, vous regardez le déploiement de vos organes physiques, de l'autre côté, vous allez chercher l'unité, le sens, la signification. Et c'est ça qui fait la personne. Vous savez, c'est comme un mot dont vous pouvez distinguer la matérialité, le son, et en même temps, vous saisissez le sens. Vous voyez bien que la même réalité est susceptible d'un double point de vue. Quand vous écoutez du chinois, vous n'entendez que le son. Mais le chinois, entendant le même son, comprend du sens.
Et vous savez bien que ce qui peut éventuellement poser problème, c'est quand vous faites des gestes avec votre corps qui n'ont pas la signification qu'ils ont en réalité avec votre âme. Et c'est là qu'il peut y avoir un mensonge, voire une falsification. Alors, je continue, voilà. Mais alors, évidemment, une fois qu'on a dit ça, il y a quelque chose un virage sinueux d'Angers, chute de Pierre. C'est que vous savez que toute une série de discours philosophiques, on pourrait parler de Platon, etc., a tellement voulu marquer la différence de l'homme par rapport à la matière, par rapport au corps, qu'il a affirmé une espèce de tension, une opposition, ce qu'on pourrait appeler un dualisme de l'âme et du corps. Et que le risque toujours dans cette question, quand on dit mais l'homme se définit par son âme, par un principe spirituel, par quelque chose qui n'est pas la matière que je décris simplement par l'observation, on risque de faire un homme désincarné. Et vous savez que Wim Wenders et Peter Handke ont fait un film magnifique qui s'appelle Les ailes du désir, dans lequel on voit des anges. Et les anges sont tout heureux au départ parce qu'ils ne connaissent pas le corps, l'incarnation. Et donc ils ne connaissent pas la mort, ils ne connaissent pas la souffrance, ils ne connaissent pas la douleur, ils ne connaissent pas la difficulté de la finitude de l'espace. Donc ces anges ont des ailes, etc. Et l'histoire de cet ange, c'est qu'à un certain moment, il devient amoureux d'une jeune femme. C'est-à-dire il y a une émotion qui naît en lui et il décide de devenir humain. Il décide de s'incarner, c'est une espèce de fable, une métaphore, pour bien vous montrer que l'homme, c'est un être en qui l'âme s'incarne. L'âme est principe incarné. Autrement dit, l'homme est une âme incarnée ou un corps animé. C'est-à-dire que contre un dualisme qui oppose de manière un peu formelle l'âme d'un côté, le corps de l'autre, en méprisant la matière, il faut affirmer dans une anthropologie qui est du sens, et j'emploie notamment la référence à Michel Henry, qui affirme très fortement cette incarnation, cette philosophie de la chair, l'unité de l'âme et du corps. Et le mot chair, dans la tradition chrétienne, le mot chair dit cette unité entre l'âme et le corps, ce qui fait l'unité de la personne. Je finis vite. Du coup, si on veut vraiment sortir de l'homme rétréci, on peut évidemment parler de chair, d'unité de l'âme et du corps. Moi, je voudrais, pour terminer, vous proposer 3 dimensions. C'est pour ça que je vous ai parlé de corps, d'âme et d'esprit. D'abord, évidemment, je voudrais, et je l'ai dit, je pense que c'est réducteur, quand on parle de l'homme, de ne le considérer que comme une réalité matérielle complexe. Il y a quelque chose en lui qui échappe à la matière, qui est son principe d'unité et qui fait de l'homme ce qu'il est et qui seul peut expliquer sa spécificité. Il faudrait qu'on le justifie complètement nous-mêmes. Je voudrais aussi souligner les pièges du dualisme. Et un certain discours, y compris catholique, s'est enfermé pendant des siècles dans ce piège du dualisme. Tellement vouloir valoriser le principe spirituel, l'âme, tellement montrer la différence avec l'animalité qu'on finissait par oublier le corps, les émotions, l'incarnation, la nécessité qui est celle de l'homme d'intégrer le langage du corps à l'expression de l'âme, y compris dans la sexualité, y compris dans l'amour. Et du coup, pour éviter ces deux choses, je voudrais vous proposer un modèle tridimensionnel, qui est, comme vous le savez, le modèle paulinien, qui est aussi utilisé chez beaucoup de pères de l'Église, et qui correspond évidemment, si l'homme est à l'image de Dieu qui est Trinité, il faut penser l'homme à partir de 3 instances. La première instance qui est la dimension physique et physiologique, l'homme a un corps, il connaît la finitude, il est en contact avec la matière, donc cette dimension-là, elle est importante, elle est fondamentale, elle a à être intégrée. La deuxième dimension, c'est la dimension psychique, la capacité de penser, d'avoir des émotions, etc. etc. L'homme comme sujet pensant. Mais la troisième dimension, c'est la dimension proprement spirituelle, c'est bien. Vous connaissez des gens qui ne sont pas intelligents, qui ont un psychisme abîmé. Pensez à certains handicapés, pensez à des gens qui ont des maladies psychiques, qui peuvent être abîmés dans leur psychisme, mais qui ont pourtant une qualité spirituelle d'un autre ordre.
Et cette dimension proprement spirituelle, c'est celle que les Grecs appelaient pneuma, comme les pneumatiques, l'air, le souffle, ou nous, l'esprit. Ce que les musulmans appellent roh, ce que les juifs appellent roi, ce que les latins appellent spiritus, et ce que peut-être en français on appelle le cœur, à condition qu'on ne parle pas évidemment du muscle cardiaque, mais qu'on parle du cœur comme le centre de la personne, le siège de sa volonté. Vous savez ce que Pascal appelait le cœur, c'est le cœur qui sent Dieu. Ce centre profond de la personne qui n'a rien à voir avec ses qualités de pensée, ses qualités de raisonnement, etc., et qui est le lieu où il se tient et où éventuellement il dialogue avec Dieu. L'esprit, ça c'est vraiment fondamental. Quels actes révèlent l'esprit? Ce que je voudrais vous dire, c'est ça, c'est le propre de l'homme. Quels actes révèlent le cœur de l'humain? L'animal pas comme les autres. Et j'ai mis 3 choses. La capacité d'émerveillement. La capacité d'émerveillement. Moi j'attends. Alors, j'en parle parfois les oiseaux. Je me dis, quand je vois les oiseaux dans l'air, je me dis, il y a quelque chose là. Il y a une joie des oiseaux. Elle est dans l'air. Mais bon. La capacité d'émerveillement. C'est la capacité de s'ouvrir à autre chose et à s'ouvrir à plus grand. Ça c'est propre à l'esprit. La capacité de donner. Et de donner gratuitement. J'ai aimé la chose sur les singes. Là. Oui, les singes, oui, je donne pour rendre. Je m'attends à ce qu'on me rende. La capacité de donner, la caritas, l'agapé par différence avec l'éros, la capacité de donner, ça c'est le geste propre de l'esprit. Et puis la capacité d'aimer, la capacité d'aimer là aussi gratuitement. Et du coup, l'esprit, j'ai envie de dire, pour penser l'homme sans le rétrécir, il faut le penser corps, essayer de comprendre, de compléter. Il faut le penser psychisme, avec il n'y a pas de limite au psychisme humain, on ne sait pas bien ce que le psychisme, mais il faut le penser esprit, il faut le penser intériorité. Quelque chose comme ce qui fait le sanctuaire intérieur. C'est-à-dire, vous savez bien, quand on dit qu'il faut respecter l'homme, c'est ça qu'on veut dire. Il y a devant soi quelqu'un qui a un sanctuaire intérieur, qui en fait un être infini, qui suppose de notre part un respect infini. C'est ça qui a été attaqué à Auschwitz. C'est cette dimension-là de l'homme. C'est pas le psychisme ni le corps. Et du coup, quelque chose comme le sanctuaire, et je le finis par quelques images, promis rapides. Tableau magnifique, magnifique, allez le voir au Louvre, c'est super. C'est Hochstraten. C'est un tableau bizarre, parce que c'est un tableau a priori sans sujet. Et pourtant, c'est celui, à mon avis, qui parle le mieux de ce qu'est l'homme. Vous avez vu comment ça fonctionne? Il y a 3 niveaux différents. Un premier niveau, bon, voilà, il y a une porte ouverte, vous avez même la clenche et le petit loquet. Et puis, un premier espace avec des pavés noirs et rouges. Puis, un deuxième espace, il y a même les clés pour vous dire que normalement, vous n'entrez pas là. Vous ne pouvez pas entrer là. C'est le cœur, c'est le cœur. Il y a encore la clé qui suspend, et puis il y a la lumière, et puis 2 petits machins, là, bizarres, on ne sait pas ce que c'est. Et puis encore un 3e espace avec des pavés, et vous avez vu tout au bout, il y a une chandelle, centre de la lumière, et puis il y a un tableau dont vous voyez que c'est une femme à genoux qui est en train de prier. Comme si finalement on vous disait, voilà, ça c'est la personne dans ce qu'elle a de plus profond. Et vous avez vu au premier rang, personne ne sort. Où est la zapette du père Mathieu? Ah voilà. Regardez ça, c'est génial. Ça s'appelle les pantoufles, ce tableau. C'est la mosquée. C'est la mosquée, exactement, c'est la mosquée. Et le balai. Arrête, enlève tes sandales. Ceci est une terre sacrée. Hochstraten, calviniste, hollandais, il sait bien que le divin, ça s'exprime par la retenue, par le respect. Ça s'exprime par le geste dans lequel j'enlève mes chaussures et je me tiens à l'écart. Voilà. Et là, ce qu'il vous dit, c'est que c'est ça le centre de la personne. Et du coup, vous voyez, on aura beau approcher par tous les discours ce qu'est l'humain, l'humain dans son sens le plus absolu, c'est cet être dans lequel je dois m'arrêter au seuil pour respecter infiniment cette dimension d'altérité qui le fait homme. L'humain, c'est l'autre. L'humain, c'est
cet être qui, devant moi, m'invite au respect absolu. Du coup, un point de vigilance en conclusion et 2 textes pour la route vite fait. Premier point de vigilance. L'être humain, je ne l'ai pas dit assez, c'est un être qui se définit autant par ses supériorités, capacité de langage, capacité de création, de dimension d'intériorité, que par cet aspect toujours manqué, toujours insuffisant. L'homme est caractérisé par sa finitude, ce qui implique que l'homme ne peut exister qu'en relation avec d'autres. C'est pour ça que j'ai pris ce verbe. L'homme ne peut exister qu'en s'ouvrant à une altérité. On vous en parlera probablement à la 3e conférence. L'homme, aucun être humain individuel n'est suffisant. Chaque être humain n'existe que dans la relation avec d'autres, sans lesquels il ne pourrait pas être. Et ça, il faudrait le dire suffisamment. On a évidemment beaucoup souligné la grandeur de l'homme, mais il ne faut jamais oublier cette espèce de finitude propre à l'homme qui l'oblige à la relation, qui l'oblige. Et alors, ensuite, évidemment, 2 textes pour la route, pour vous montrer que notre culture est fondée sur 2 traditions, la tradition grecque et la tradition juive. Sophocle, le fameux cœur d'Antigone, qu'il est de merveille, mais rien qui ne soit plus merveilleux que l'homme. Et vous savez que cette phrase, elle est entonnée par le cœur dans Antigone, au moment où on amène Antigone enchaînée, et où on sait qu'elle va finir emmurée vivante. Et puis, bien sûr, le psaume 8, avec lequel je vous laisse, « Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas », et on était là-dedans avec Nicole tout à l'heure, les étoiles en nombre infini. Qu'est-ce que l'homme? Rien, en un sens, dans cet infini. Pour que tu penses à lui, le Fils d'un homme, pour que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et de